Merci beaucoup, cher Ousmane. Je salue toute l'assistance et je renforcerai simplement ce que vous venez de dire sur Eugénie Rokhaya Aw. C'est la surprise après Aminata Diaw. Nous sommes en train de perdre nos icônes. Et je signale l'excellent texte que son camarade ami Pape Touti Sow, qui ici présent, a écrit sur Eugénie. Ce texte nous permet de la situer et de voir les différents combats qu'elle a menés et le rôle qu'elle a joué dans la vie politique sénégalaise. Merci Pape Touti pour ce texte. Alors, nous commençons à prendre l'habitude. Chaque vacances, le professeur Ousmane Kane de Harvard, le bien nommé, nous offre un livre d'une densité exceptionnelle. Pour lire ce livre, intitulé Érudition islamique en Afrique, nouvelles pistes de recherche et contexte mondial, il faut prendre du temps, se concentrer, très bien se concentrer, avec quelques outils pour vous permettre de comprendre ce livre. Je crois que Ousmane, au-delà de son travail de recherche ou de ses enseignements, il est aujourd'hui une référence mondialement connue et ça ne date pas d'aujourd'hui. La première fois que j'ai rencontré Ousmane sur ce terrain, c'était lorsqu'il gérait la revue Islam au sud du Sahara, qui comprenait entre autres, si vous voulez, intervenants, ou dans le comité, on avait Jean-Louis Truot, de grands noms justement de ce travail sur l'islam, Robinson, tant d'autres, et c'est Ousmane qui était chargé pratiquement de la coordination de cette revue avec ses connaissances en anglais, en français, en haoussa, en arabe. Je crois qu'il a un parcours assez exceptionnel qui lui permet justement d'appréhender ces questions qui sont des questions extrêmement difficiles. Ça, je pense que c'est important. La deuxième remarque que je ferai par rapport à ce livre, vous allez avoir tous les textes qui sont en français. C'est rare de voir des chercheurs tous écrire comme ça en français, originaire des États-Unis, de partout. Mais cela veut dire simplement qu'il a fait un travail de traduction énorme pour qu'on puisse accéder à ces textes-là. D'ailleurs, je pense que l'un de ses objectifs, il avait l'habitude de le dire, et c'est là où des personnalités comme Ousmane Kane et peut-être le jeune Seydi Djamil Niane sont d'une très grande utilité parce qu'ils servent, ou qu'elles servent des personnalités de médiation entre les intellectuels qui ne savent lire qu'en français et en anglais et les intellectuels arabisants qui ont une production prodigieuse, production à laquelle nous ne pouvons pas avoir accès parce que nous ne lisons pas l'arabe, ou si nous lisons l'arabe, c'est un arabe rudimentaire qui nous permet simplement de faire de la translittération, mais sans comprendre véritablement les textes. C'est pourquoi ce travail est un travail extrêmement important. Et il a coordonné après plusieurs colloques. Et ça, je crois que dans le système américain, peut-être dans tous les systèmes, mais surtout dans le système américain, toute réflexion, on prépare son papier, on en discute, tout le monde apporte son input, on y travaille pendant plusieurs mois, voire des années, avant de sortir le texte. Et je crois que ce travail a commencé par un colloque, Ousmane l'explique, un colloque entre spécialistes de différentes régions, mais particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des textes, un texte sur l'Égypte, un texte sur Zanzibar, je crois, et en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Est. Et l'ensemble de ces travaux montre quelque chose sur laquelle je vais m'attarder un peu. Quand on voit ce travail, on se demande au fond de quoi s'agit-il. Moi, j'ai été frappée par une chose, c'est que les intellectuels africains arabisants étaient au même niveau, si vous voulez, de réflexion, même degré de réflexion que n'importe quel autre intellectuel qu'on retrouve dans
dans le monde. Le XVIIIe siècle est là, je crois qu'il faut que s'interroge, et je demanderai au professeur Barry Bouba Diop de nous éclairer. Pourquoi le XVIIIe siècle est-il un siècle de réflexion, un siècle d'idées, qui prépare tous les changements qui vont intervenir à partir de ce XVIIIe siècle? Et le travail que les Africains ici ont fait m'a poussé à me poser une autre question, c'est que pendant cette période, il n'y avait pas de hiérarchie des races. Il n'y avait pas de hiérarchie. La seule hiérarchie qui existait reposait sur le savoir et la connaissance. Ce qui fait que les Africains venus de l'Ouest et qui se sont retrouvés dans le Hidjaz ou ailleurs, ces Africains ont parfois été, on le voit avec Adjami et tant d'autres, ont parfois été des leaders intellectuels qui permettaient de structurer des idées autour de l'islam et surtout l'islam soufi pendant cette période. Et on voit que cet islam soufi n'était pas un islam, disons, asséché, mais c'était un islam qui avait permis aussi la réflexion. Alors, Ousmane nous explique très bien dans l'introduction que le développement de l'érudition arabe en Afrique subsaharienne n'a pas du tout été séparé de celui d'autres centres d'enseignement islamique dans le monde musulman au sens large. Comme les lecteurs de cet ouvrage s'en rendront compte, les lettrés de l'Afrique de l'Ouest ont participé au développement de tous les domaines d'érudition islamique. Et je pense que c'est vrai, on le voit à travers cet ouvrage. Et ce qui m'a le plus frappé, et là je crois que nous nous en rendons compte depuis pratiquement la période médiévale jusqu'au XVIIIe siècle, le rôle central que joue l'Égypte dans la production du savoir. Pourquoi l'Égypte? Et là, je tente seulement une réponse, même si elle n'est pas du tout explicite. C'est que l'Égypte s'est détachée du monde musulman, c'est la première force centrifuge avec les Fatimides. L'Égypte a quitté l'empire musulman à partir du Xe siècle pour que l'empire fatimide soit fondé pendant plusieurs siècles avant l'arrivée des Mamelouks. Mais l'Égypte était le passage obligé, et Ousmane l'a démontré dans son article sur le pèlerinage, le passage obligé de tous les savants, parce qu'on allait en pèlerinage, pas seulement en pèlerinage pour visiter les lieux saints, mais on allait en pèlerinage pour se ressourcer sur le plan spirituel et avoir des visions comme Ibn Arabi l'a eu. Par exemple, la plupart des ouvrages d'Ibn Arabi, il les a écrits lorsqu'il a été à la Mecque, mais ça leur permet d'avoir accès, et on le voit dans un des articles que je citais tout à l'heure, d'avoir accès à une connaissance approfondie, mais aussi d'avoir accès à une vision du prophète, vous permettant d'aller simplement vers ce savoir ésotérique, qui n'est pas dissocié du savoir exotérique. Et ça a été très bien démontré dans ce qu'on appelle l'intertextualité dans cet ouvrage. Alors, l'Égypte était un centre où on retrouvait, chercher les livres, on rencontrait des maîtres, parce qu'à l'époque, on allait en pèlerinage par la voie terrestre, on marchait, on était sur des chameaux, on prenait des mois et des mois avant d'arriver à la Mecque. À partir de ce moment, on rencontrait beaucoup de savants, ce qui vous permettrait de développer non seulement votre savoir, mais aussi de pouvoir acquérir un certain nombre d'ouvrages et quelque chose de très pédagogique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, très pédagogique. Ça permettait non seulement, mais aussi d'acquérir, comme partout dans le Moyen-Âge ça se faisait, une pédagogie et un accès au savoir qui était lié directement au fait de faire un travail de copie des textes. On recopiait les textes et il y en a un qui explique. On faisait ses propres commentaires. Ce qui fait d'ailleurs que toutes les sources, pendant cette période du Moyen-Âge, étaient des sources. On avait l'impression qu'on se recopiait les uns et les autres, mais il y avait une augmentation de la connaissance à partir, justement, du fait de recopier. Alors, il y a cette première partie extrêmement intéressante, histoire, mobilité, érudition islamique. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un débat sur les concepts qu'on a à travers
ces textes. Mais aussi toutes les oppositions entre les traditions intellectuelles, et ça permettait non seulement à ces Ouest-Africains de participer à ces débats, mais ces traditions intellectuelles parfois surplombaient ou dominaient ce qu'ils rencontraient. Alors, ici, au Caire, il y a le texte de Gobari sur Mohamed al-Kashnawi. Mohamed al-Kashnawi sur la question de l'occulte. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il exerce une grande influence intellectuelle, notamment sur l'érudit égyptien Al-Jabarti, que nous connaissons très bien, qui produit sur le tard le texte sans doute le plus important de l'Égypte des XVIIIe siècle, Histoire d'Égypte tout simplement, Ajab al-Athar en arabe. Et Gobara montre comment les reconfigurations modernes de la tradition ésotérique au talismatique islamique marginalisent les contributions intellectuelles des lettrés comme Kashnawi. Alors en Égypte, Al-Azhar, il paraît qu'ils ont fermé tous les textes sur l'astrologie, la science des nombres, mais n'empêche, dans le marché du Caire, il est arrivé à trouver un exemplaire qu'il a étudié justement. Mais quelque chose que j'aimerais bien poser à Ousmane, c'est qu'à partir des racines africaines du revivalisme religieux musulman du XVIIIe siècle. Parce que nous avons beaucoup connu le phénomène des moujadites au XVIIIe siècle et même au-delà depuis la période des Almoravides. Mais on ne traduisait pas par revivalisme, on utilisait plutôt le terme renouveau qui renvoie à moujadite, et vous l'avez beaucoup cité, Lévi Dione. Lévi Dione est celui qui a travaillé justement sur le renouveau islamique au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui explique cette translation ou ce changement, en tout cas entre renouveau pour aller vers revivalisme? J'aimerais bien que vous nous introduisiez sur cette question. Mais il y a un phénomène que j'ai trouvé extraordinaire. C'est la relation entre Mohamed al-Bakri et les lettrés de Tombouctou. C'est celui qui, nous devons le savoir, nous Sénégalais particulièrement, c'est celui qui a introduit en Afrique, ou le premier qu'il aurait reçu, qu'il a reçu du prophète directement, qui a introduit la Salatu Fatihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Il l'aurait reçu directement du prophète. Et cette Salatu Fatihi arrivait bien avant la Tijaniya de Cheikh Ahmed Al-Tijani. Cela veut dire simplement que chez les soufis, ou ce qu'on appelle les khutbes, parce que chacun se définit, tous ces gens, ils se définissent comme étant des khutbes islam, si vous voulez, les pôles, les pôles, celui qui incarne, si vous voulez, la transmission sur le plan ésotérique. Alors, ce Al-Bakri, qui est différent d'Al-Bakri, l'historien, le géographe que nous étudions souvent, Al-Bakri, c'est quelqu'un qui l'a introduit et il était en relation permanente avec les savants de Tombouctou. Mais ce qui m'a étonné, c'est que malgré le caractère précoce de l'introduction de la Salatu Fatihi à Tombouctou, il y a très peu, ou presque exceptionnellement, des tijanes à Tombouctou. Il n'y a presque pas de tijanes à Tombouctou. Quand on visite les deux mosquées Sidi Yahya ou la mosquée Sankoré, ce sont tous des mosquées khadr. Parce que la khadriya, elle aussi, elle a été introduite à Tombouctou, en Afrique, depuis le XVIIIe siècle. Et cette khadriya, qui est devenue après une confrérie du temps du maître Cheikh Abdel Hadr Jilani, cette khadriya n'était pas une confrérie. On dit que c'est après 2 siècles, je ne sais pas combien, que ses disciples ont reçu ce qu'ils appellent la khibka, leur permettant de se constituer en groupe. Et quand je suis allée à Tombouctou dans les années 90, je n'avais trouvé qu'un seul tidjane à Tombouctou. C'était un Maure qui venait de la Mauritanie, mais tous étaient des khadrs. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ait pas eu l'implantation, si vous voulez, de la Tijaniya? Est-ce que le XVIIIe siècle, parce qu'il n'y avait pas vraiment, véritablement, à l'époque, Cheikh Ahmed Tijani qui faisait ses prêches, mais en tout cas, ça c'est un élément. Un autre élément aussi que je trouve à travers presque tous les livres, très important, ce sont les sources. La plupart des sources, ou en tout cas pour faire ce travail, ce sont des sources qui nous viennent des tarikhs de Tombouctou. Tarikh al-Fattash, Tarikh al-Soudan,
Abderrahman Assadi. Donc ce sont les tarikhs de Tombouctou qui nous donnent l'essentiel, si vous voulez, de ces sources. Mais un phénomène qu'on retrouvait aussi, et ça constitue des sources, qu'on retrouvait pendant toute la période médiévale et même au-delà, c'est le fait, et vous l'avez utilisé, les chercheurs l'ont utilisé, c'est le fait de produire des dictionnaires. Ça peut être un dictionnaire sur les ulémas, ça peut être un dictionnaire sur les, comment on appelle ça, les savants malékites. Et ce sont des sources extrêmement utiles pour la connaissance de cette période-là. Donc les dictionnaires qui ont été produits, c'était la période, le fait de copier les auteurs et de faire des commentaires sur ce que les auteurs en pensaient, mais aussi de produire des dictionnaires pour fixer véritablement les personnages qui ont joué un rôle important. Alors c'est extrêmement intéressant parce que les échanges intellectuels entre les lettrés de Tombouctou et Al-Bakri sont en fait réservés. Il convient d'insister sur le soufisme de l'Égyptien. En dépit de sa richesse et de son expertise en jurisprudence islamique, il a une réputation de dévoilement spirituel qu'on appelle kashf, à laquelle le genre de Tombouctou était très sensible. Ça, c'est vrai pour l'Afrique. Et je dis que si le phénomène soufi, avec ces questions de développement, a vraiment prospéré en Afrique, c'est peut-être lié aussi à la culture et à la civilisation africaine. C'est comme quand vous allez dans le monde perse sassanide, on a un développement, non pas justement de ce soufisme, mais du chiisme qui est très proche de la vision zoroastrienne de la religion. Donc ça veut dire que l'impact des cultures du terroir sur la religion est une réalité, et ce qui fait que nous, c'est le soufisme, ça se manifeste à travers le soufisme et la question du développement. C'est le pays où il y a le plus de saints, c'est le pays où il y a le plus de gens qui savent ce qu'ils appellent la batinia, c'est le pays où on rencontre vraiment des gens qui se disent toujours extraordinaires. Et je crois que, mais là, la différence entre ce que nous vivons la plupart du temps et ce qui s'est passé dans ce 18e siècle, c'est que ces soufis ont travaillé pour accéder à une certaine érudition. Comme on l'a vu aussi pendant ce qu'on appelle les chaînes de transmission. Pas les chaînes de transmission d'une confrérie à l'autre, d'un maître à son disciple, mais une chaîne de transmission d'une confrérie à l'autre, comme la Khalwatiya, la relation entre la Khalwatiya et la Mohammedine. Donc, il y a là qui deviendra par la suite la Tijaniya. Il y a là des éléments essentiels. Ça veut dire que c'est le débat qui structurait l'essentiel. Et les sources Tijani font référence au dévoilement spirituel dont le bénéficiait le saint Mohammed al-Bakri en tant que source de la litanie Tijane importante nommée Salat al-Fatihi. Voilà ce que Ahmed al-Tijani dit sur al-Bakri. Je ne vais pas vous lire ça, vous pourrez le trouver dans cette... Mais là, je vais citer vraiment parce que c'est important. Al-Bakri qui parle. Le prophète m'a informé directement, c'est Ahmed Tijani qui parle. Le prophète m'a informé qu'Al-Bakri n'en était pas l'auteur. Il s'était dévoué à Dieu pendant une longue période, l'implorant de lui faire la faveur des prières qui possèdent les vertus de toutes les autres prières sur le prophète et qui seraient le secret de toutes les prières. Il persévéra dans cette supplication pendant longtemps. Dieu exauça sa demande et un ange alla vers lui, portant cette prière écrite sur une tablette de lumière. Je pourrais continuer à citer tous ces textes-là, mais c'est pour aller un peu plus vite, parce qu'il y a d'autres choses, après le texte de Zacharie Wright, d'autres textes aussi qui me semblent extrêmement intéressants. Mais ce Al-Bakri, il a eu une influence aussi bien sur les Arabes que sur les Indiens, parce que le pèlerinage permettait à la fois une circulation des idées, des textes, mais aussi des personnes. Et comme je l'ai dit, la hiérarchie, ce n'était pas une question de race. C'était tout simplement un savoir. Et les Ahlul Hadith indiens, comme le salafisme arabe, ont tous profité de quelqu'un qu'on a appelé Al-Fulani, Salih Al-Fulani, un lettré peul du Fouta Djallon, Guinée, Bari, s'est installé à Médine, où il a acquis une grande réputation intellectuelle. Un lettré indien du nom Mohammed Azim Mabadi
mort en 1905, a affirmé qu'Al-Foulani était le réformateur intellectuel de son temps. Et l'héritage d'Al-Foulani a été revendiqué par les Ahlul Hadith indiens, tout comme le salafisme arabe. Vous voyez que ce n'était pas une question de race. Et là, le recours d'Al-Foulani, parce que ça c'est important, c'est rare. Parce que moi j'ai toujours pensé que nos musulmans sont souvent des juristes et ils s'installent, ils utilisent un islam en se référant à Suyuti, al-Ghazali, un islam qui est déjà un islam comment on appelle ça, des juristes, mais pas un islam qui pose certains débats intellectuels. Non, ils le faisaient, ces gens-là. Al-Tidjani, 5 minutes, d'accord. Al-Tidjani ou Al-Foulani, lui, il a été suivi par beaucoup et il a utilisé quand même un fait, c'est l'ijtihad, l'effort d'interprétation. Ce qu'on ne retrouve pas toujours chez la plupart des soufis, sauf chez les vrais intellectuels qui posaient des questions, mais des intellectuels ouverts sur le reste du monde. Alors, Ousmane me dit, mais ça c'est important. La formation du soufi marocain le plus influent du XVIIIe siècle avait été parfaite par un homme noir mystérieux dont la seule raison de la venue à Fès était de former le prochain pôle des Houd. L'encyclopédie des lettrés marocains du XIXe siècle, Salwat al-Anfas, rédigée par Khattani, relate cette même anecdote selon laquelle un autre qui s'appelle Al-Barnawi, qui vient du Bornou certainement, est crédité d'avoir favorisé l'illumination d'Al-Dabbagh, Abdelaziz Al-Dabbagh, pas notre Dabbagh, qui lui-même passe pour être le pôle des saints de son temps. Vous voyez, lui il a quitté, il est allé, ce Barnawi, il est allé à Fès, il n'avait qu'un seul objectif, c'était aider le futur pôle de l'islam à se parfaire et à connaître son dévoilement. Voyez le rôle que jouaient nos parents dans cette évolution de l'islam. Mais Ousmane, il me faut, je ne parle pas de Mohamed Al-Kashnawi et le quotidien de l'occulte, ça c'est important, l'occultisme, ce que nous faisons, mais je vais lire cette technique, excellente technique, parce que ça peut être utile même pour les étudiants. Al-Kashnawi était très énergique et désirait sincèrement acquérir la connaissance qui permette de comprendre les livres. Il avait l'habitude de dire, une des faveurs que Dieu m'a faite est que je n'ai rien lu dans un livre emprunté. À chaque fois que je voulais lire un livre qui ne m'appartenait pas, je commençais d'abord par le copier en laissant de l'espace entre les lignes pour insérer mes propres commentaires ou les remarques éventuelles du cheikh qui me l'enseignerait le cas échéant. Parfois, lorsque j'en avais le zèle, je notais les commentaires et glosses. C'est important. Vous voyez comment il travaillait. Alors, on pourrait continuer. Lui, c'est l'occultisme, il a travaillé sur l'occultisme, les amulettes que nous aimons beaucoup ici en Afrique de l'Ouest. Mais je ne peux pas ne pas évoquer quand même Ousmane. Les communautés lettrées africaines à la Mecque, Al-Jami et Mohamed Sourour Al-Shabbal. C'est un texte du XXe siècle. C'est un texte qui certainement a été traduit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a étudié les communautés africaines dans le Hijaz et particulièrement à la Mecque. L'auteur s'appelle Shamfi Ahmed. Et il a montré qu'il y avait beaucoup de pauvres parmi les Noirs qui vivaient en Arabie, et particulièrement à la Mecque. Mais qu'il y avait aussi une élite exceptionnelle qui jouait un rôle dans l'enseignement, la réflexion intellectuelle. Et il n'a pas manqué de parler de Al-Jami. Ce Al-Jami, il est même étonnant. Je crois qu'il est originaire du Maroc, du Mali. Il est originaire du Mali. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces thèses étaient discutées et il remettait en cause, justement, certaines thèses qu'il avait trouvées chez les Arabes. Alors, Al-Jami, il a été bien étudié. Je n'aurai pas le temps de l'aborder. Mais c'est quelqu'un qu'on peut inscrire dans la tradition d'Averroès, Ibn Rushd un peu, même s'il reste sur la voie soufie. Et il y a des gens qui étaient autour de lui, qui parlaient du mutazilisme et beaucoup d'autres réflexions. Et
l'histoire de l'islam en Afrique est dominée par ces personnalités qui ont servi de médiateurs. Et au-delà, cet islam, en dépit de l'opinion largement répandue selon laquelle ils étaient les véritables propagateurs de l'islam en Afrique. Non, ce ne sont pas les Arabes, mais les Africains eux-mêmes. Parce que l'islam, quand il est arrivé, à partir des oasis du Touat, c'est un islam, le Tekrour d'ailleurs est très cité dans différents textes, c'est un islam qui est parti avec les commerçants pour venir s'installer dans les villes. Et c'était un islam certainement des élites, mais qui n'avait pas atteint ce degré d'érudition. C'est à travers le pèlerinage, les voyages, que nos musulmans qui sont venus du Kanem, du Bornou, du Tekrour, du Mali, de Tombouctou, se sont retrouvés et ont énormément contribué au travail intellectuel dans les pays arabes. Et ont influencé aussi la réflexion en Égypte. Le livre est extrêmement riche. Il y a les transformations de la tradition des pèlerinages en Afrique de l'Ouest aussi. Ça, je trouve que c'est un article qu'il faut lire pour comprendre comment il y a ces changements. Lorsqu'on marchait pour aller à la Mecque, lorsqu'on restait des mois pour aller à la Mecque, on s'arrêtait au Caire, on achetait des livres. Peut-être que ce n'était pas une très mauvaise chose. On allait au Caire, on allait à Tunis. On se retrouvait dans les grandes universités, la Kairawiyyin, par exemple, à Fès, ou la Zeytouna, en Tunis ou ailleurs. Et même, on pouvait passer par le royaume du malékisme, c'est-à-dire à Kérouan. Je vais terminer. À Kérouan, mais on voyageait à pied, on rencontrait des gens, on échangeait, on apprenait. Et si, par exemple, quelqu'un comme Cheikh Omar Tal n'avait pas fait ce genre de voyage, il n'aurait peut-être jamais rencontré Mohamed Al-Ghali qui l'a initié à la Tijaniya. C'était important, les voyages. Peut-être il faut retourner vers ça. Je termine simplement par dire qu'on part de la vision conceptuelle de l'islam et de la réflexion des érudits pour arriver justement à des questions qui nous interpellent directement, comme l'éducation dans le monde musulman. Le rôle des daras, comme toutes les sociétés précoloniales anciennes, c'était les mêmes techniques d'enseignement et d'éducation. Mais ce qui est intéressant dans les articles que nous lisons dans le livre, c'est qu'il y a des innovations qu'on trouve dans d'autres pays musulmans pour améliorer et introduire des éléments de modernité dans l'éducation dans les daras. Et ça, je trouve que ce sont des textes que nous devons lire pour comprendre ce qu'on pourra absolument faire pendant cette période. Alors, le Bilad al-Soudan n'est pas, et je signale, Ibrahim Sall y reviendra, dans sa conclusion, il a essayé simplement de revenir sur les échanges fructueux entre lui et Ousmane Kane, échanges qui ont abouti à la réflexion sur les intellectuels non europhones. Et là, c'est un exemple ou une application de ce travail que Ousmane Kane a produit et qui est devenu aujourd'hui une référence dans le monde des chercheurs. Ousmane, dernier mot. C'est juste pour dire que vraiment, j'aurais pu continuer, partager. Tu as fait 25 minutes. Oh, j'arrive. Tout, parce que les autres ne sont pas là aussi. Non, tout le monde est là à peine. Mais il y a des écoles, et puis une école sur des femmes sur la Mauritanie est étudiée, comme on aurait pu étudier l'école des femmes dans un pays comme dans les pays là-bas arabes. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je pourrais continuer, mais Ousmane, il est rigoureux sur l'heure. On arrête. Merci. J'espère que ça vous donne une envie, en tout cas, de lire ce livre qui est d'une très, très grande érudition. Merci Ousmane.